Ils m'ont exclu du mariage de mon frère pour garder mon argent, ignorant que je possédais le château, le traiteur et même le champagne. La vengeance est un plat qui se mange très, très froid. Merci d'être ici avec moi aujourd'hui. J'espère que tu passes une journée merveilleuse où que tu sois. J'aimerais que tu partages dans les commentaires depuis quelle ville ou quel pays tu nous regardes et quelle heure il est là-bas. Maintenant, commençons notre histoire ensemble. Le téléphone a sonné un mardi matin, alors que je passais en revue les plans d'acquisition d'un vignoble en Bourgogne, un joyau que je convoitais depuis des mois. De mon bureau au dernier étage d'un immeuble haussmannien surplombant la Seine, Paris s'étalait comme une carte stratégique. Chaque pont, chaque monument était un rappel silencieux du chemin parcouru. Je suis Chloé Dubois, 36 ans, fondatrice et unique propriétaire de Éclat et Terroir, un empire du luxe, de la gastronomie et de l'hôtellerie de prestige, bâti dans l'ombre et le secret. Pour ma famille, cependant, j'étais toujours la cuisinière ratée, celle qui avait commis le péché capital de quitter HC Paris pour jouer à la marchande de soupe. Léa, mon assistante personnelle, une femme d'une efficacité redoutable qui connaissait mieux mes affaires que moi-même, est apparue sur l'interphone. Sa voix était neutre, comme toujours. Madame, vous avez un appel de l'agence événementielle Prestige et Passion. C'est au sujet du mariage de votre frère. Un frisson désagréable a parcouru mon échine. Prestige et Passion. L'agence la plus en vue de Paris, celle que ma mère avait choisie pour orchestrer le mariage de son fils prodigue, Julien. Un mariage que je finançais en grande partie, à leur insu. Il y a 6 mois, ma mère m'avait appelé, se plaignant à demi-mot des coûts exorbitants, de l'incapacité de la famille de sa fiancée, Camille, à suivre leur train de vie. Le lendemain, un virement de 100 000 € avait été effectué depuis l'une de mes sociétés holding vers le compte de l'agence. Anonymement. Par amour pour mon frère. Par pitié, peut-être. Passez-le-moi, Léa. J'ai décroché. La voix à l'autre bout du fil était mielleuse, mais tendue. Une certaine Delphine, coordinatrice d'événements. Madame Dubois ? Bonjour. Je vous appelle concernant le mariage de Monsieur Julien Dubois et Mademoiselle Camille Martin. Je vous écoute. Eh bien, voilà. J'ai une nouvelle un peu délicate à vous communiquer. Votre famille nous a contactés hier. Elle a marqué une pause, comme pour rassembler son courage. Ils ont demandé à ce que votre invitation soit annulée. Les mots ont flotté dans le silence de mon bureau. Annulée. Le terme était si clinique, si impersonnel. J'ai senti une pointe de glace se former dans ma poitrine, mais ma voix est restée parfaitement stable. Pour quelle raison, je vous prie ? La raison invoquée est un manque de standing, qui pourrait, je cite, créer un embarras pour la tenue de l'événement. Manque de standing. Moi. La femme qui possédait la maison de champagne qu'il servirait, le château où il se marierait, et le traiteur 3 étoiles qui nourrirait leurs invités. L'ironie était si violente qu'elle en devenait presque comique. Mais le coup de grâce n'était pas encore arrivé. Je vois, ai-je simplement dit, attendant la suite. Il y a autre chose, madame, a poursuivi Delphine, sa voix baissant d'un ton, devenant presque un murmure conspirateur. Ils ont également spécifiquement demandé à conserver l'acompte de 100 000 € qui a été versé. Madame Dubois-Mère a précisé que cet argent avait déjà été alloué à d'autres dépenses et qu'il faisait désormais partie du budget global du mariage. Cette fois, le silence a duré plus longtemps. Ce n'était plus de l'ironie. C'était une trahison pure et simple. Ils ne se contentaient pas de me bannir, ils me volaient. Ils me crachaient au visage tout en gardant ma bourse dans leur poche. La voix de la coordinatrice était devenue ce qu'elle était vraiment, celle d'une employée qui méprisait la personne qu'elle croyait être une parente pauvre et gênante. Une nuisance. J'ai regardé la tour Eiffel scintiller au loin. Mon empire silencieux. Mon royaume bâti sur leur mépris. La glace dans ma poitrine s'est transformée en un bloc de diamant. Froid, pur et indestructible. Très bien, ai-je dit, ma voix tranchante comme une lame. Je vous remercie pour votre professionnalisme, mademoiselle. J'ai raccroché avant qu'elle ne puisse ajouter un mot. Le jeu venait de changer. Et il n'avait aucune idée des règles. Le silence qui a suivi l'appel était assourdissant.
Il n'était pas vide, mais rempli des fantômes du passé, des échos de toutes les fois où j'avais été rabaissé, ignoré, jugé. Mon regard s'est perdu sur la scène, mais mon esprit était à des années-lumière de là, dans le salon bourgeois de mes parents, 5 ans plus tôt. C'était un dimanche. L'air était lourd de l'odeur du rôti et des attentes déçues. J'étais rentrée de Reims, vibrante d'une excitation que je voulais désespérément partager. J'ai fait une acquisition incroyable, avais-je annoncé, mon verre de vin à la main. J'ai racheté la maison de Champagne, cuvée royale. Un silence était tombé. Ma mère, Françoise, avait ajusté son collier de perles. Mon père, Bernard, avait levé les yeux de son journal Le Figaro, un pli de dédain au coin des lèvres. Ah, avait-il dit, sans même un semblant d'intérêt. Tu as trouvé un petit poste de commercial chez eux? C'est bien, ma fille. Il faut bien commencer quelque part. Commencer quelque part. J'étais la propriétaire. J'avais signé un chèque à 8 chiffres pour sauver cette maison historique de la faillite. Mais dans leur esprit, la possibilité que je puisse être autre chose qu'une employée subalterne était si absurde qu'elle n'était même pas envisageable. Ils n'avaient pas entendu « j'ai racheté », ils avaient entendu ce qu'ils voulaient entendre. Leur fille, l'éternelle déception, avait enfin trouvé un « vrai » travail. J'avais essayé de corriger, mais mon frère Julien, le Golden Boy, avait choisi ce moment pour annoncer sa dernière victoire au barreau, et la conversation avait immédiatement tourné autour de son brillant avenir. J'étais redevenue invisible. Ce n'était pas de l'ignorance. C'était un déni volontaire. Une décision consciente de me maintenir dans la petite case qu'ils m'avaient assignée le jour où j'avais claqué la porte de leur monde. Ce jour-là, je le revoyais comme si c'était hier. J'avais 19 ans. Dans le bureau de mon père, entouré de livres de droit et de portraits d'ancêtres, je lui avais annoncé que je quittais HC. Pas pour un échec, mais pour une passion. Je voulais cuisiner. Apprendre le terroir. Bâtir quelque chose avec mes mains. La fureur dans ses yeux était terrifiante. Il avait hurlé que je déshonorais leur nom, que je jetais mon avenir à la poubelle pour un caprice d'enfant gâté. Ce soir-là, en larmes, j'avais appelé le seul homme qui croyait en moi, Auguste, un grand chef à la retraite qui avait été un ami de mon grand-père. Je m'étais réfugiée dans sa cuisine, en Provence. Il m'avait tendu un tablier et un couteau. Leur monde est petit, ma petite Chloé, m'avait-il dit, savoir rocailleuse un baume sur mes blessures. Il est fait de diplômes et d'apparence. Toi, construis le tien. Il sera immense, parce qu'il sera vrai. Et je l'avais construit. Brique par brique. Restaurant par restaurant. Hôtel par hôtel. J'ai ouvert mon ordinateur portable, non pas pour travailler, mais pour contempler ma création. La toile d'araignée. Éclat et terroir. Le nom n'apparaissait jamais en public, caché derrière une myriade de sociétés holdings et de filiales aux noms plus discrets. Mais la toile était là. Le château de Valombre, où Julien et Camille devaient se marier. Racheté il y a 4 ans. Le traiteur 3 étoiles, l'art culinaire. Une acquisition hostile il y a 2 ans. La maison de Champagne, cuvée royale. Mon premier grand coup. L'agence, Prestige et Passion, elle-même? Détenue par un fonds d'investissement, Avenir Luxe, qui m'appartenait en totalité. Je n'avais jamais réalisé à quel point ma stratégie avait été ciblée. Inconsciemment, je n'avais pas seulement bâti un empire. J'avais méthodiquement conquis leur monde. J'avais racheté tous les symboles de leur statut, tous les lieux et les marques qu'ils utilisaient pour se définir. Ce n'était pas une simple revanche. C'était une affirmation. Une façon de me prouver à moi-même que je pouvais non seulement survivre en dehors de leur univers, mais que je pouvais le posséder. Ils pensaient m'avoir banni de leur petit royaume. Ils allaient découvrir que j'en étais la reine silencieuse. Et que le loyer était sur le point d'augmenter de façon spectaculaire. La colère est une émotion brute, impulsive. C'est l'arme des faibles. La froide résolution, c'est autre chose. C'est un scalpel. Et j'étais sur le point de l'utiliser avec une précision chirurgicale. N'importe qui d'autre aurait rappelé l'agence en hurlant, aurait tout annulé dans un éclat de rage. Mais je n'étais pas n'importe qui. J'étais une CEO qui gérait une situation de crise, pas une sœur blessée qui réagissait à une insulte.
Mon empire ne s'était pas construit sur des coups de sang, mais sur des coups d'avance. J'ai rappelé Léa dans mon bureau. Elle s'est assise en face de moi, son carnet ouvert, son visage une toile blanche d'efficacité. Léa, je veux que vous rappeliez cette Delphine de chez Prestige et Passion. Pour annuler, madame? Non. Pas encore. J'ai fait une pause, choisissant mes mots avec soin. Vous allez lui dire que j'ai bien reçu le message. Et que, pour des raisons administratives, je souhaite recevoir une confirmation écrite, par email, de la part de la direction de l'agence, stipulant 2 points très clairs. Primo, l'annulation de mon invitation personnelle à la demande expresse de la famille Dubois. Secondo, la décision de la famille, validée par l'agence, de conserver l'acompte de 100 000 € malgré cette annulation. Léa a levé les yeux de son carnet, une lueur d'interrogation dans son regard habituellement impassible. C'était la première fois en 5 ans qu'elle me voyait manœuvrer de la sorte dans une affaire personnelle. Très bien, madame. Je m'en occupe immédiatement. Parfait. Et Léa? Oui, madame. Soyez charmante. Presque soumise. Faites-leur croire que je suis une victime désemparée qui cherche juste à avoir une trace écrite pour ses dossiers. Un très léger sourire a flotté sur les lèvres de Léa. Elle avait compris. Le piège était en place. Je leur laissais 24 heures. 24 heures pour savourer leur petite victoire mesquine. 24 heures pour se conforter dans leur arrogance, pour se dire entre eux que la pauvre Chloé avait finalement accepté son sort. L'arrogance rend aveugle, et j'avais besoin qu'ils soient complètement aveugles pour la suite. Pendant que Léa passait son appel, j'ai ouvert un dossier sécurisé sur mon ordinateur. Le dossier « Famille ». À l'intérieur, des années de transactions discrètes. Le financement des études d'art de ma cousine Amandine, qu'elle avait abandonnées. Les factures d'hôpital de ma grand-mère, que je réglais en secret. Et bien sûr, le virement de 100 000 €. J'ai tout compilé. Les preuves de propriété de chaque entité liée au mariage. Les contrats signés entre ces entités et l'agence. Les relevés bancaires. En 1 heure, j'avais un dossier de plusieurs centaines de pages, une bombe atomique juridique prête à être dégoupillée. J'ai transféré le tout sur une clé cryptée. Léa, ai-je dit quand elle est revenue. L'email est arrivé? Oui, madame. Signé par le directeur de l'agence en personne. Ils ont été très prompts à confirmer. Presque zélés. Excellent. J'ai souri pour la première fois de la journée. Un sourire qui n'aurait pas atteint mes yeux. Maintenant, vous allez appeler Maître Valois. Maître Valois était l'avocat le plus redouté de la place de Paris. Le requin en chef du cabinet qui gérait tous les contentieux de Éclat et Terroir. Dites-lui que j'ai un dossier pour lui. Une rupture de contrat unilatérale. Je veux une mise en demeure envoyée par coursier demain matin, à la 1re heure. Adressée à Bernard et Françoise Dubois. Et une copie à Madame Hélène Martin, la mère de la fiancée. Et le contenu de la mise en demeure, madame? Oh, c'est très simple, ai-je dit en me levant pour regarder Paris s'illuminer à la tombée de la nuit. Annulation de toutes les prestations fournies par les filiales du groupe Éclat et Terroir, pour cause de rupture de confiance et de non-respect des clauses de bonne foi. Et par conséquent, une demande de paiement de frais d'annulation s'élevant à 75% du coût total estimé du mariage. Soit, disons, 300 000 €. Payable sous 8 jours. Léa est restée silencieuse un instant, le temps d'absorber l'énormité de la manœuvre. Bien, madame. Je transmets. En la regardant quitter mon bureau, j'ai pensé à mon père. J'imaginais déjà son visage en ouvrant l'enveloppe le lendemain matin. La confusion. L'incrédulité. Puis la panique. Le silence était ma meilleure arme. Il leur avait laissé le temps de s'enferrer dans leur propre mépris. Demain, le silence serait rompu par le bruit assourdissant de leur monde qui s'effondre. J'ai passé la matinée suivante dans une réunion sur le design intérieur de notre nouvel hôtel à Courchevel. Je parlais de marbre de Carrare et de boiseries en chêne massif, mais une partie de mon esprit était ailleurs, dans le 16e arrondissement de Paris. J'imaginais la scène avec une clarté délectable. Le coursier en uniforme sonnant à la porte de l'appartement familial. Ma mère, Françoise,
ouvrant avec cette condescendance polie qu'elle réserve au personnel la remise de l'épaisse enveloppe portant le sceau du plus prestigieux cabinet d'avocats de la ville. Mon père, Bernard, serait en train de lire son journal, une tasse de café à la main. Il prendrait l'enveloppe, l'ouvrirait distraitement, s'attendant à une quelconque sollicitation. Puis ses yeux parcouraient les premières lignes. J'imaginais ses sourcils se froncer. La confusion initiale. Le papier tremblant légèrement dans ses mains. Il relirait, encore et encore, les mots « mise en demeure »,« rupture de contrat »,« éclat et terroir »,« somme due »,« 300 000 €. Et puis, mon nom. Chloé Dubois, agissant en tant que présidente directrice générale. Le téléphone a sonné à 11h30 précise. C'était lui. Je l'ai laissé sonner 3 fois avant de décrocher, ma voix parfaitement calme. Allô? Chloé? C'est papa. Sa voix était un mélange étrange de fureur contenue et de panique mal dissimulée. Il essayait de garder le contrôle, mais je pouvais entendre la fissure. Nous avons reçu un courrier. Une sorte de blague de très mauvais goût, je suppose. Je ne fais jamais de blagues en matière d'affaires, papa. Tu devrais le savoir. Mais enfin, de quoi s'agit-il? Éclat et terroir? Rupture de contrat? 300 000 €? C'est un charabia incompréhensible. C'est pourtant très simple, ai-je répondu, en faisant tourner un stylo entre mes doigts. L'agence que vous avez mandatée, les lieux que vous avez réservés, les prestataires que vous avez choisis, ils font tous partie de mon groupe. En m'excluant de l'événement, vous avez rompu le contrat de bonne foi qui nous liait. Par conséquent, j'annule toutes les prestations et je vous facture les frais d'annulation, comme le stipulent les conditions générales de vente que vous avez signées. Un long silence a suivi. Un silence si profond que je pouvais presque entendre les rouages de son cerveau essayer de traiter une information qui défiait sa vision du monde. Ton groupe, a-t-il finalement balbutié. Mais, tu es cuisinière. Tu as un petit service de traiteur, c'est ça? Le mépris était encore là, mais il était teinté de doute. La réalité commençait à s'infiltrer. Non, papa. J'ai un groupe qui pèse plusieurs milliards d'euros. Le château de Valombre, c'est à moi. L'art culinaire, c'est à moi. Prestige et passion travaillent pour moi. Vous avez banni la propriétaire de votre propre mariage. J'ai entendu un bruit sourd, comme s'il s'était assis lourdement. Des murmures indistincts. Ma mère venait de le rejoindre. Chloé, ne dis pas n'importe quoi, a-t-il repris, mais sa voix avait perdu toute assurance. C'est impossible. Appelle ton avocat. Demande-lui de vérifier les registres du commerce. Demande-lui qui est le bénéficiaire effectif de la société holding Avenir Luxe. Tu auras ta réponse. Un autre silence, puis la voix de ma mère, stridente, paniquée. Bernard, Hélène Martin est au téléphone, elle est hystérique. Elle a reçu le même courrier. Elle dit que le château ne répond plus, que le traiteur a annulé sa dégustation. Qu'est-ce que tu as fait, Chloé? Moi? Je n'ai rien fait. J'ai simplement appliqué les termes du contrat. C'est vous qui avez pris la décision initiale. Mais c'est le mariage de ton frère, a-t-elle crié. Un mariage auquel je ne suis pas invitée, ai-je rétorqué, ma voix devenant glaciale. Un mariage pour lequel vous avez décidé de garder mon argent tout en me jetant dehors. Vous avez voulu jouer? Vous avez perdu. Les affaires sont les affaires. Vous avez 8 jours pour payer. J'ai raccroché. Je n'ai ressenti aucune jubilation. Seulement le vide froid de la justice rendue. L'arrogance s'était effondrée. La panique avait pris sa place. C'était la 2e étape de mon plan. La 3e allait être bien plus intéressante. Car maintenant, les hyènes allaient entrer dans l'arène. La nouvelle de la mise en demeure a agi comme une pierre jetée dans la mare stagnante de la haute société parisienne. Les ondulations se sont propagées avec une vitesse stupéfiante. Le téléphone de mes parents n'a pas cessé de sonner. Mais le véritable chaos se déroulait de l'autre côté, chez les Martin. Madame Hélène Martin, la mère de Camille, était une femme dont l'existence entière tournait autour du statut social. Le mariage de sa fille avec un Dubois était pour elle l'aboutissement d'une vie de stratégie,
une transaction sociale parfaite. L'annulation était plus qu'un désagrément, c'était une catastrophe existentielle. Comme je l'avais prévu, sa première réaction ne fut pas de chercher à comprendre, mais de tenter de contourner le problème. Armée de son carnet d'adresses, elle a passé les 48 heures suivantes à appeler frénétiquement tous les palaces, tous les châteaux, tous les traiteurs de renom dans un rayon de 200 kilomètres. Partout, la réponse était la même, un refus poli, mais d'une fermeté de fer. Nous sommes terriblement désolés, Madame Martin, mais nous sommes complets. Malheureusement, nous n'avons aucune disponibilité avant l'année prochaine. Elle ne comprenait pas que le monde du luxe et de l'événementiel à ce niveau est un petit village. Un village dont j'étais le maire, le shérif et le principal propriétaire foncier. La nouvelle qu'il ne fallait pas déplaire à Chloé Dubois s'était répandue plus vite qu'un email. Personne n'allait risquer de perdre ses contrats avec mes hôtels ou de se retrouver sur la liste noire de mes fournisseurs pour rendre service à une famille qui avait commis un tel impair. Frustrée, humiliée, Madame Martin a fait ce que font les gens de son espèce lorsqu'ils sont acculés, elle a cherché un bouc émissaire. Et ce bouc émissaire, c'était moi. Elle a commencé à distiller son venin. Dans des appels à des « amis » communes, elle a dépeint un portrait de moi en sorcière jalouse et vindicative. Cette Chloé, la sœur de Julien, vous savez, celle qui a tout raté. Elle est d'une jalousie maladive. Elle n'a jamais supporté la réussite de son frère. Elle sabote le mariage par pure méchanceté. Une vraie sociopathe. Et puis, il y avait ma cousine, Amandine. Amandine était la hyène en chef. Elle avait toujours vécu dans mon ombre et celle de Julien, nourrissant une rancœur tenace. J'avais appris par des indiscrétions qu'elle avait tenté de monter une petite entreprise de décoration florale. Elle avait harcelé ma mère pendant des semaines pour obtenir le contrat du mariage, une faveur que mes parents, snobs comme ils sont, lui avaient refusée, préférant un fleuriste parisien à la mode. Pour Amandine, ma disgrâce était une aubaine. Elle a sauté sur l'occasion, non seulement pour confirmer les rumeurs lancées par Madame Martin, mais pour en rajouter. Elle a inventé des histoires de toutes pièces, des crises de nerfs que j'aurais faites dans mon adolescence, des dettes que j'aurais cachées, une prétendue instabilité mentale. Elle a toujours été comme ça, disait-elle d'un air grave à qui voulait l'entendre. Fragile. Imprévisible. Ce n'est pas étonnant qu'elle ait pété les plombs. La pression était trop forte pour elle. Leur campagne de diffamation a eu un effet pervers. Au lieu de m'isoler, elle a isolé mes parents. Leurs amis, sentant le souffre, ont commencé à prendre leur distance. Personne ne voulait être associé à une histoire aussi laide, surtout quand l'une des parties semblait détenir un pouvoir aussi inexplicable. Mes parents se sont retrouvés piégés, assiégés par les appels paniqués de Madame Martin, les rumeurs malveillantes d'Amandine, et le silence glacial de leur propre cercle social. Leur monde d'apparence se fissurait de toutes parts. Et au milieu de ce chaos, une personne commençait à voir clair, Camille. Camille a vécu les 2 jours les plus longs de sa vie. Poussée par une mère au bord de la crise de nerfs et un futur beau-père complètement dépassé, elle a fait ce qu'on attendait d'elle. Elle a appelé. Elle a supplié. Elle a tenté de faire jouer les quelques relations que sa propre famille possédait. Chaque appel était une nouvelle porte qui se fermait, une nouvelle humiliation. Elle n'était plus la fiancée radieuse d'un brillant avocat, elle était une quémandeuse face à un mur de refus poli. Le coup de grâce est venu d'un directeur de palace parisien, un vieil ami de son père. Après avoir écouté sa requête, l'homme a soupiré au téléphone. « Écoutez, Camille. Je vais être honnête avec vous, parce que j'aime beaucoup votre père. Laissez tomber. » « Mais, pourquoi ? Je ne comprends pas. » « Mademoiselle, a dit l'homme d'une voix grave, personne, et je dis bien personne dans notre milieu, ne prendra le risque de déplaire à Chloé Dubois. Vous et votre famille, vous avez marché sur une mine. Son groupe, éclat et terroir, est partout. Le champagne que vous buvez, les restaurants où vous rêvez d'aller, les hôtels où vous passez vos vacances. Il y a de fortes chances qu'elle soit derrière. Vous n'avez aucune idée de sa puissance. Annuler son invitation, c'était une folie. Camille a raccroché, le souffle coupé. Chloé Dubois. Pas la cuisinière ratée. Pas la parente pauvre. Une puissance. Le soir même, elle a confronté Julien.
Elle l'a trouvé dans son bureau, la tête entre les mains, une bouteille de whisky entamée sur la table. « C'est vrai, Julien ? Ce que cet homme m'a dit ? C'est vrai pour ta sœur ? » Julien a levé vers elle un regard embué de larmes et d'alcool. Et pour la première fois, le masque du fils prodigue est tombé. Il s'est effondré. Il a tout avoué. Pas seulement la vérité sur Chloé, qu'il soupçonnait depuis des années sans jamais oser l'admettre, mais aussi sa propre imposture. Les dettes contractées pour maintenir un train de vie au-dessus de ses moyens. La pression constante de paraître parfait aux yeux de leurs parents. La lâcheté de s'être caché derrière le mépris familial pour Chloé, parce que c'était plus facile que d'admettre sa propre jalousie. Je comptais sur l'argent de mes parents, sur leur aide. Je n'ai jamais posé de questions, a-t-il sangloté. J'ai laissé faire. J'ai laissé dire. Je suis un lâche, Camille. Un lâche et un idiot. Camille l'a regardé, non pas avec colère, mais avec une clarté nouvelle et terrifiante. Elle a compris que l'homme qu'elle allait épouser était un château de cartes. Et que la seule personne solide dans cette famille était celle qu'ils avaient essayé de briser. Cette nuit-là, elle n'a pas dormi. Elle a fait ce que personne dans sa famille ou la mienne n'avait jamais pris la peine de faire. Elle a fait des recherches. Sur son ordinateur, elle a tapé « Chloé Dubois, éclat et terroir ». Les résultats l'ont submergée. Des articles dans Forbes, dans le Financial Times, des interviews dans des magazines spécialisés où mon nom était cité comme l'une des entrepreneuses les plus discrètes et les plus puissantes d'Europe. Elle a vu les photos des propriétés, des vignobles, des restaurants étoilés. Son monde a basculé. Le lendemain matin, avec des mains tremblantes, elle a trouvé mon numéro de téléphone personnel un exploit en soi. Elle a pris une profonde inspiration et a appelé. J'ai décroché à la deuxième sonnerie. Allô ? Chloé ? C'est Camille. Sa voix était faible, mais déterminée. Je ne vous appelle pas pour m'excuser. Les excuses ne serviraient à rien. J'étais là. J'ai entendu. Et je n'ai rien dit. J'ai été aussi lâche que les autres. Elle a marqué une pause. Je suis restée silencieuse, la laissant parler. J'ai tout découvert, Chloé. Tout. Et je comprends maintenant. Ils ne vous écouteront pas, ils sont trop orgueilleux, trop terrifiés. Mais peut-être qu'ils m'écouteront. Je veux réparer ça. Pas seulement pour le mariage, mais parce que c'est juste. Dites-moi ce que je dois faire. C'était plus qu'une reddition. C'était une offre d'alliance. J'avais enfin une alliée de l'intérieur. Le jeu venait de devenir encore plus intéressant. L'appel de Camille a marqué un tournant. J'avais désormais des yeux et des oreilles au cœur du camp adverse. Et ma première mission pour ma nouvelle alliée fut simple, me tenir informée. En particulier, des agissements de ma chère cousine Amandine. Camille, rongeant son frein, a assisté à un déjeuner familial chez mes parents où Amandine, se pavanant comme une star, a continué sa campagne de dénigrement. Camille m'a tout rapporté, mot pour mot, avec une précision qui trahissait sa colère froide. Elle a dit que tu avais toujours été instable, m'a rapporté Camille au téléphone, sa voix sifflante de rage contenue. Que tu avais fait une dépression nerveuse après avoir quitté HC et que tu avais été interné pendant 6 mois. Elle a dit que ton « empire », comme elle l'appelle avec des guillemets dans l'air, n'était qu'une façade financée par un vieil amant riche. J'ai souri. C'était encore plus pathétique que je ne l'imaginais. Amandine ne se contentait pas de mentir, elle créait une fiction complète pour se donner de l'importance. Il était temps de mettre un terme à sa petite pièce de théâtre. La vengeance est un plat qui se mange froid, mais parfois, elle se sert dans une galerie d'art. J'ai appris par mes contacts qu'Amandine se rendrait au vernissage d'un artiste en vogue dans une galerie très sélecte du Marais. Une galerie dont le propriétaire, un homme charmant nommé Jean-Philippe, me devait plusieurs faveurs. J'ai demandé à Léa de m'y assurer une invitation. Je suis arrivée tard, habillée d'une simple robe noire en soie qui coûtait probablement plus cher que sa voiture, et de bijoux discrets mais reconnaissables. J'ai repéré Amandine près du buffet à champagne, tenant la cour devant un petit groupe de personnes, visiblement en plein milieu d'une de ses tirades. Je ne l'ai pas approchée directement. J'ai d'abord salué Jean-Philippe, le propriétaire, qui m'a accueilli avec une chaleur démonstrative. « Chloé, ma chère.
Quelle merveilleuse surprise! Tu es radieuse. Son accueil a fait tourner quelques têtes, y compris celle d'Amandine, dont le sourire s'est légèrement figé en me voyant. J'ai pris une coupe de champagne de ma propre marque, bien sûr, et j'ai circulé, saluant quelques connaissances, me faisant présenter à l'artiste. Je sentais le regard d'Amandine sur moi, perplexe. Elle ne comprenait pas ce que je faisais là, dans ce monde qui était censé être le sien, et pourquoi on me traitait avec tant de déférence. Le moment parfait est arrivé lorsqu'elle s'est retrouvée seule un instant, près d'une grande toile abstraite. Je me suis approchée d'elle doucement, comme si j'admirais l'œuvre. « Bonsoir, Amandine », ai-je dit sans la regarder. Elle a sursauté. « Chloé ! Quelle surprise ! N'est-ce pas ?» J'ai fait semblant d'étudier la toile. C'est intéressant, l'art. On peut y projeter tellement de choses. Des histoires, des mensonges. Je me suis tournée vers elle, mon regard planté dans le sien, mon sourire aussi tranchant qu'un éclat de verre. J'ai entendu dire que tu parlais beaucoup de moi, ces derniers temps. Que tu es devenue ma biographe non officielle. C'est très créatif. Surtout la partie sur l'asile psychiatrique. Vraiment, tu as un talent pour la fiction. Son visage est devenu blême. Elle a ouvert la bouche, mais aucun son n'en est sorti. Laisse-moi te dire une chose, cousine, ai-je continué, ma voix un murmure que seule elle pouvait entendre. Jean-Philippe, le propriétaire de cette galerie, est un très bon ami à moi. L'artiste que tout le monde célèbre ce soir? Je suis l'un de ses principaux mécènes. La femme à qui tu parlais tout à l'heure, la critique d'art du Figaro? Elle dîne dans un de mes restaurants 3 fois par semaine. Je me suis penchée un peu plus près, mon sourire s'élargissant. Le monde est petit, Amandine. Terriblement petit. Et il a une très mauvaise mémoire pour les gens qui racontent des mensonges. Continue à parler de moi, et je te promets que ce petit monde se fermera à toi si hermétiquement que tu n'y trouveras même plus une porte pour servir le café. Est-ce que c'est clair? Elle a hoché la tête, incapable de parler, ses yeux remplis d'une terreur pure. Parfait, ai-je dit en me redressant. Passe une bonne soirée. Je lui ai tourné le dos et je suis partie, sans un regard en arrière. Je n'avais pas élevé la voix. Je n'avais pas fait de scène. J'avais simplement neutralisé une menace avec la froide efficacité d'un prédateur. La hyène avait été remise à sa place. Avec Amandine réduite au silence et Madame Martin en pleine déroute, il ne restait plus qu'une seule carte dans le jeu de ma famille, la carte maîtresse de la manipulation, celle que ma mère, Françoise, gardait toujours pour les grandes occasions. Le chantage affectif. Elle m'a appelé un soir, sa voix tremblante, chargée de larmes de crocodile. « Chloé, ma chérie. » Le « ma chérie » était déjà un signal d'alarme. Elle ne m'appelait comme ça que lorsqu'elle voulait quelque chose. « Maman. Que se passe-t-il ? C'est ta grand-mère, a-t-elle sangloté. Elle ne va pas bien. Pas bien du tout. Le stress de toute cette histoire, c'est trop pour elle. Le médecin dit que son cœur est fragile. Je suis restée silencieuse. Ma grand-mère, Mado, était une femme de 85 ans, certes, mais elle avait la constitution d'un chêne centenaire. Je le savais mieux que quiconque, puisque c'était moi qui payais discrètement les visites à domicile du meilleur cardiologue de Paris depuis 5 ans. Son dernier vœu, Chloé, a continué ma mère, sa voix devenant tragique, c'est de voir son petit-fils se marier. De voir la famille réunie et heureuse. Si ce mariage n'a pas lieu, je ne sais pas si elle s'en remettra. Je ne veux pas te mettre la pression, ma chérie, mais tu dois comprendre. Tu as la santé de ta grand-mère entre tes mains. C'était magistral. D'une perversité absolue, mais magistrale. Elle ne me demandait pas de l'argent. Elle ne me demandait pas de pardonner. Elle faisait de moi la potentielle meurtrière de ma propre grand-mère. Une partie de moi, la petite fille qui avait toujours cherché son approbation, a vacillé. La culpabilité est un poison puissant. Mais la voix de mon mentor, Auguste, a résonné dans ma tête. Je l'avais appelé la veille pour lui raconter les derniers développements. Il avait grogné au téléphone, la culpabilité, c'est la laisse des manipulateurs. Ne te laisse pas enchaîner, ma petite. Vérifie les faits. Toujours. J'ai pris une profonde inspiration. C'est terrible, maman.
Je suis vraiment désolée de l'apprendre. Laisse-moi faire quelques appels. Je te rappelle. J'ai raccroché avant qu'elle ne puisse protester. Mon premier appel a été pour le professeur Lambert, le cardiologue de ma grand-mère. Professeur, Chloé Dubois à l'appareil. Excusez-moi de vous déranger. Je viens d'avoir ma mère au téléphone, elle semblait très inquiète au sujet de ma grand-mère. Y a-t-il eu une évolution? Il y a eu un silence à l'autre bout du fil, puis un petit rire. Madame Dubois, si tout le monde avait la santé de votre grand-mère, je serais au chômage. Je l'ai vue hier pour son contrôle mensuel. Son cœur est un métronome. Elle m'a même dit qu'elle comptait se mettre au tango. Parfait, ai-je dit. Merci, professeur. Vous m'avez entièrement rassuré. Mon deuxième appel a été pour ma grand-mère elle-même. Mado? C'est Chloé. Comment vas-tu? Ma chérie, sa voix a explosé de joie dans le combiné. Je pète le feu. Figure-toi que j'ai trouvé un cours de tango pour seniors pas loin de la maison. On va faire du shopping la semaine prochaine pour me trouver des chaussures? Ta mère m'a dit que tu étais très occupée, mais j'ai pensé que... Pour toi, Mado, je ne suis jamais occupée. Le shopping, c'est une excellente idée. Disons mardi? Après avoir raccroché, je suis restée pensive un instant. Puis j'ai ouvert mon application de messagerie. J'ai cherché le contact de ma mère. Je n'ai pas écrit un mot. J'ai simplement joint l'enregistrement de mon appel avec le professeur Lambert. J'ai appuyé sur « Envoyer ». Le silence qui a suivi fut la plus éloquente des réponses. Le chantage avait échoué. Ma mère savait maintenant que je savais qu'elle mentait. Elle n'avait plus aucune carte en main. Il ne restait plus que la capitulation. Et elle viendrait de mon frère. L'échec de la manipulation de ma mère a créé un vide. Toutes les stratégies de contournement, de diffamation et de chantage s'étaient fracassées contre le mur de ma résolution. La famille était acculée, face à une mise en demeure de 300 000 € et la perspective très réelle d'une humiliation publique. La pression, désormais, reposait entièrement sur les épaules de Julien. Et ses épaules n'étaient pas larges. Elles étaient déjà courbées sous le poids de ses propres mensonges. La situation a atteint son point de rupture un jeudi après-midi. Comme Camille me le raconta plus tard, Julien reçut un appel qui le fit blêmir. C'était l'un de ses créanciers, un prêteur privé auprès de qui il avait contracté un emprunt exorbitant pour acheter sa Porsche et financer un train de vie qu'il ne pouvait se permettre. Le créancier avait perdu patience. Le remboursement était exigé immédiatement, sous peine de poursuite qui ruinerait sa réputation. Pour ajouter à son malheur, l'un des associés seniors de son cabinet d'avocats l'avait convoqué ce matin-là. Des rumeurs étaient parvenues aux oreilles de la direction. Des rumeurs sur ses difficultés financières et sur le scandale entourant son mariage. L'associé avait été glacial. La réputation du cabinet était primordiale. Julien était mis sous observation. Sa carrière, ce pilier de son identité, vacillait dangereusement. Ce soir-là, il m'a appelé. Sa voix n'avait rien à voir avec celle de l'homme arrogant qui m'avait hurlé dessus une semaine plus tôt. C'était la voix d'un homme brisé. Chloé. Julien. Il y a eu un long silence, seulement rempli par le bruit de sa respiration saccadée. J'ai besoin de te voir, a-t-il finalement dit. S'il te plaît. Je lui ai donné l'adresse d'un de mes établissements, un petit bar à vin discret sur l'île Saint-Louis. Je suis arrivée la première et je me suis installée dans un coin sombre. Quand il est entré, j'ai eu un choc. Il avait vieilli de 10 ans en une semaine. Ses vêtements de marque flottaient sur lui, son visage était cireux, ses yeux cernés. Il s'est assis en face de moi et a commandé un verre de whisky. Il n'a pas parlé pendant plusieurs minutes, se contentant de fixer son verre. J'ai tout perdu, a-t-il murmuré, sans me regarder. J'ai attendu. Ma carrière est sur le point de s'effondrer. Je suis endettée jusqu'au cou. Camille, elle me regarde comme si j'étais un étranger. Et mes parents, ils comptent sur moi pour trouver une solution, mais je n'en ai aucune. Il a finalement levé les yeux vers moi. Ils étaient remplis d'une misère si profonde qu'elle en était presque palpable. Je ne suis pas seulement un mauvais frère, Chloé. C'est pire que ça. Je suis un imposteur.
Toute ma vie est une imposture. Sa voix s'est brisée. J'ai suivi le chemin qu'on avait tracé pour moi. HC, le barreau, le bel appartement, la fiancée parfaite. J'ai coché toutes les cases. Mais à l'intérieur, il n'y a rien. Juste de la peur. La peur de ne pas être à la hauteur. Il a marqué une pause, reprenant son souffle. Et toi, tu as tout quitté. Tu as pris le risque. Et tu as réussi. Tu as réussi d'une manière que je ne peux même pas commencer à comprendre. Et au lieu d'être fier de toi, j'ai eu honte. Pas de toi. J'avais honte de moi. Ta réussite était un miroir de mon propre vide. Alors j'ai participé à la mascarade. J'ai laissé papa te rabaisser. J'ai laissé maman t'ignorer. C'était plus facile. C'était tellement plus facile que d'admettre la vérité. Les larmes coulaient sur ses joues maintenant, sans qu'il ne fasse aucun effort pour les cacher. J'ai été un con, Chloé. Un idiot arrogant et pathétique. Je ne te demande pas de me pardonner. Je ne le mérite pas. Je voulais juste que tu le saches. C'était la première fois de ma vie que j'entendais mon frère parler avec une honnêteté aussi brutale. Le masque était tombé, et ce qui restait était un homme perdu, au bord du gouffre. Pour la première fois depuis des années, j'ai ressenti une pointe de compassion pour lui. Pas de la pitié. De la compassion. Il n'avait pas seulement capitulé. Il venait de se rendre. Et dans cette reddition, il y avait peut-être une chance, infime, de reconstruction. La confession de Julien a changé la dynamique. La guerre était finie. Il était temps de négocier les termes de la paix. Une paix aux allures de reddition inconditionnelle. Relevez la tête, ai-je dit à mon frère, qui était toujours avachi sur la table. Ma voix était ferme, mais pas cruelle. L'apitoiement ne résoudra rien. Demain, à 14 heures, je veux une réunion. Avec toi, Camille, papa et maman. Personne d'autre. Où ça, a-t-il demandé d'une voix sourde. Vous recevrez l'adresse. Soyez la leur. Le lendemain, je les ai convoqués non pas dans un restaurant ou un salon privé, mais au siège de Éclat et Terroir. Dans la salle du conseil d'administration. Une immense pièce au sommet de l'immeuble, avec une table en marbre noir longue de 10 mètres et un mur de verre offrant une vue panoramique sur tout Paris. L'ambiance n'était pas familiale, elle était corporative. Froide. Intimidante. Je voulais qu'ils comprennent qu'ils n'étaient pas là pour une discussion de famille, mais pour une négociation commerciale où ils n'avaient aucun levier. Je les ai laissés attendre 5 minutes, seuls dans cette pièce immense, le temps que le décor fasse son effet. Quand je suis entrée, suivie de Léa qui portait une tablette, ils se sont levés comme des automates. Mon père, d'habitude si imposant, semblait petit et perdu. Ma mère avait les yeux rouges. Camille se tenait droite, un soutien silencieux pour un Julien qui ressemblait à un fantôme. « Asseyez-vous » ai-je dit en prenant ma place au bout de la table, dans le fauteuil présidentiel. Léa a allumé le grand écran mural. J'ai commencé sans préambule, ma voix neutre, comme si je présentais des résultats trimestriels. Bienvenue. Nous sommes ici pour discuter de la rupture de contrat concernant l'événement que nous appellerons « Mariage du Bois-Martin ». Sur l'écran, des slides sont apparus. Des graphiques. Des chiffres. Voici le coût total des prestations engagées par mes différentes filiales, 412 800 €. Voici les conditions générales de vente que vous avez signées, stipulant des frais de 75% en cas d'annulation pour rupture de confiance. Ce qui nous amène à la mise en demeure de 309 600 €. J'ai laissé les chiffres s'imprimer dans leur esprit. Cependant, ai-je continué, je suis une femme d'affaires. Je préfère les solutions aux litiges. Je suis donc prête à renoncer à cette mise en demeure et à permettre au mariage d'avoir lieu au château de Valombre, à la date prévue. Mais à certaines conditions. Non négociables. Je me suis levée et j'ai commencé à marcher lentement le long de la table. Condition numéro 1, des excuses. Pas à moi. Des excuses publiques. Un email sera rédigé par mes soins et envoyé à tous les invités, expliquant qu'un regrettable malentendu administratif a eu lieu et que tout est rentré dans l'ordre. Vous le signerez tous les 4. Condition numéro 2, l'acompte de 100 000 €.
Il ne me sera pas rendu. Il ne sera pas utilisé pour le mariage. Vous allez me signer un chèque de ce montant, que je remettrai en votre nom à la Fondation Les Apprentis d'Auteuil, qui aide les jeunes en difficulté. La preuve du don sera également jointe à l'email envoyé aux invités. J'ai vu ma mère blêmir à l'idée de devoir sortir une telle somme. Condition numéro 3, Julien. Lors du dîner de mariage, tu prendras la parole. Tu remercieras publiquement ta sœur, Chloé Dubois, d'avoir généreusement sauvé la situation suite à des complications imprévues. Et enfin, condition numéro 4. Je me suis arrêté devant lui. Je serai ton témoin. Non pas parce que je le demande, mais parce que tu vas me le demander. Ici, maintenant. Devant tout le monde. Le silence était total. On aurait pu entendre une mouche voler. Mon père a ouvert la bouche, puis l'a refermée. Ma mère fixait la table, vaincue. Camille a posé une main encourageante sur le bras de Julien. Lentement, Julien s'est levé. Il a fait le tour de la table et s'est arrêté devant moi. Ses yeux étaient clairs pour la première fois. Chloé, a-t-il dit, sa voix basse mais ferme. Je t'ai fait du mal. J'ai été un frère indigne. Je te demande pardon. Et je te demande de me faire l'honneur d'être mon témoin. J'ai soutenu son regard pendant un long moment. J'accepte, ai-je finalement dit. Léa vous fera parvenir les documents à signer. La réunion est terminée. Ils étaient sortis de la salle comme des ombres. La paix était signée. Mais ils savaient, et je savais, que rien ne serait plus jamais comme avant. Le mariage a eu lieu 3 semaines plus tard, par une journée de juin parfaite. Le château de Valombre n'avait jamais été aussi beau. Les jardins étaient une symphonie de roses et de pivoines, le champagne coulait à flots ma cuvée royale, bien sûr, et l'orchestre jouait du Mozart. Tout était parfait. Trop parfait. L'ambiance était étrange. Sous le vernis des sourires et des félicitations, une tension palpable flottait dans l'air. Les 200 invités, qui avaient tous reçu l'email explicatif accompagné de la preuve de don, me lançaient des regards curieux. J'étais le mystère du jour. La sœur ratée, qui, de toute évidence, ne l'était pas tant que ça. La parente pauvre qui était arrivée dans une Bentley avec chauffeur. La femme qui se tenait à côté de son frère à l'autel, non pas comme une invitée de dernière minute, mais comme le pilier central de la cérémonie. Mes parents jouaient leur rôle à la perfection. Mon père, distribuant des poignées de main chaleureuses, ma mère, flottant de groupe en groupe dans une robe haute couture. Mais leur sourire n'atteignait pas leurs yeux. Ils ressemblaient à des monarques déchus, présidant une fête dans un palais qui ne leur appartenait plus. Pendant le dîner, sous les lustres en cristal de la grande salle de bal, Julien a pris la parole comme convenu. Il était nerveux, mais sa voix était sincère. Il a remercié les invités, parlé de son amour pour Camille, puis il s'est tourné vers moi. Je voudrais aussi avoir un mot particulier pour ma sœur, Chloé, a-t-il dit, et un silence s'est fait dans la salle. Beaucoup d'entre vous le savent, nous avons traversé quelques complications imprévues. Et sans elle, sans sa force et sa générosité, cette journée n'aurait tout simplement pas été possible. Elle a littéralement sauvé notre mariage. Alors merci, Chloé. Du fond du cœur. Il a levé son verre vers moi. Tous les regards se sont tournés dans ma direction. J'ai simplement hoché la tête, un léger sourire aux lèvres. Le contrat était rempli. Plus tard dans la soirée, alors que la fête battait son plein, j'ai pris l'air sur la terrasse qui dominait le parc à la française. Mon père m'a rejointe, une coupe de champagne à la main. Nous sommes restés un long moment en silence, à regarder les étoiles. Ton discours, a-t-il finalement dit, sa voix rauque. J'avais porté un toast simple, parlant de l'importance de la vérité et de la construction sur des fondations solides. Seule ma famille en avait compris le double sens. Il était juste, a-t-il continué. Nous avons été aveugles. Stupides et aveugles. Il a bu une gorgée de champagne. Je suis fier de toi, ma fille. Et pas pour ça. Il a fait un geste vague vers le château, l'empire que cela représentait. Je suis fier de la femme que tu es devenue. Forte. Intransigeante. C'était la chose la plus proche d'une excuse sincère que j'obtiendrais jamais de lui.
Comment fait-on? A-t-il demandé, presque à lui-même, pour se faire pardonner après tant d'années d'aveuglement? J'ai tourné la tête pour le regarder. Pour la première fois, je ne voyais pas le patriarche arrogant, mais un homme vieillissant, confronté à ses propres échecs. On ne demande pas pardon, papa, ai-je répondu doucement. On le prouve. Chaque jour. Il a hoché la tête, les yeux brillants. Il a posé sa main sur mon épaule, un geste qu'il n'avait pas eu depuis mon enfance. C'était un moment de paix fragile, un pont ténu jeté au-dessus d'un abîme de non-dit. Mais je savais que le chemin serait encore long. La confiance, comme un château, prend des années à construire, mais peut être détruite en un instant. Et la reconstruction est l'œuvre de toute une vie. Le mariage était peut-être sauvé, mais la famille, elle, était encore en ruine. La vie a repris son cours, mais le paysage familial avait été irrémédiablement modifié. Les dîners du dimanche ont repris, mais ils étaient différents. Les conversations étaient prudentes, presque guindées. On me posait des questions sur mon travail, on écoutait mes réponses avec une attention nouvelle et respectueuse. C'était ce que j'avais toujours voulu, mais maintenant que je l'avais, cela me semblait artificiel, comme une pièce de théâtre bien répétée. Il n'avait pas changé par amour, mais par peur. La peur de la puissance que je représentais. Une semaine après le mariage, j'ai convoqué Julien dans mon bureau. Pas pour un déjeuner fraternel, mais pour un rendez-vous formel. Il est arrivé à l'heure, vêtu d'un costume impeccable, l'air d'un homme qui marche sur des œufs. Il s'est assis en face de moi, dans le même fauteuil où il avait avoué sa faillite morale quelques semaines plus tôt. « Comment vas-tu, Julien ?» ai-je demandé. « Bien. Mieux. Camille et moi, nous parlons. Vraiment. Pour la première fois. Et tes dettes ? » Il a grincé des dents. J'ai vendu la Porsche. Ça aide. Mais le chemin est encore long. J'ai peut-être une solution pour ça, ai-je dit en faisant glisser 2 dossiers en cuir sur la table en marbre noir qui nous séparaient. Il a froncé les sourcils, regardant les dossiers comme s'il pouvait le mordre. Qu'est-ce que c'est ? C'est ton avenir, ai-je répondu. Ou du moins, 2 versions possibles de celui-ci. Je lui ai désigné le premier dossier, celui de gauche. Ceci est une offre d'emploi. J'ai parlé à un de mes contacts, l'associé principal du cabinet d'avocats le plus prestigieux de Paris. Ils sont prêts à te prendre. Un poste en or, un salaire qui te permettrait de rembourser tes dettes en 2 ans et de vivre très confortablement. Tu continuerais sur ta lancée. Le fils prodigue, l'avocat brillant. Personne n'aurait jamais à savoir que tu as failli tout perdre. C'est la voie facile. La voie des apparences. Son regard s'est attardé sur le dossier, une lueur d'avidité familière dans ses yeux. Puis, avec une certaine appréhension, il a regardé le second dossier. Et celui-là ? Celui-là, ai-je dit, ma voix se faisant plus douce, est différent. Il y a quelques années, j'ai créé une fondation caritative pour Éclat et Terroir. Elle aide les jeunes issus de milieux défavorisés à se former au métier de la gastronomie et de l'hôtellerie. Des jeunes comme moi quand j'ai commencé, avec rien d'autre qu'un rêve. La fondation a besoin d'un directeur. Quelqu'un pour la structurer, la développer, gérer les partenariats. J'ai marqué une pause. Le salaire est modeste. À peine le tiers de ce que l'autre poste te propose. Le travail est difficile, exigeant, souvent ingrat. Tu ne conduiras pas de Porsche. Tu ne dîneras pas dans des palaces tous les soirs. Mais tu bâtiras quelque chose. Quelque chose de vrai. Tu changeras des vies. Je me suis levé, le laissant seul avec le poids de la décision. Je me suis dirigé vers la grande baille vitrée, lui tournant le dos pour lui donner l'illusion de l'intimité. C'est ton test final, Julien. L'homme que nos parents voulaient que tu sois est dans le dossier de gauche. L'homme que tu pourrais devenir est dans celui de droite. Qui veux-tu être ? Je n'ai pas attendu sa réponse. Je suis sorti de la salle du conseil, refermant doucement la lourde porte derrière moi, le laissant seul avec les 2 versions de son âme posées sur la table. Dans le couloir, Léa m'attendait. Alors, a-t-elle demandé à voix basse. Maintenant, on attend, ai-je répondu en regardant la porte fermée. La rédemption n'est pas un cadeau que l'on reçoit. C'est un choix que l'on fait. Un choix difficile, souvent solitaire.
Allait-il choisir le confort familier de la cage dorée, ou le chemin ardu de la liberté et du sens? Je n'avais pas la réponse. Et peut-être que c'était mieux ainsi. La porte était fermée. Et pour la première fois, c'était à lui, et à lui seul, de décider s'il allait l'ouvrir.